c'est une vidéo, je lance ta vidéo sur la vidéo serait d'horreur de l'année. Alors, je vais vous conter 4 histoires cette année. J'ai pris le temps, voilà. Elle sort à 18h30 et l'autre sortira à 19h30. Soyez là. On va commencer par la première histoire. Les prières dans le mur. On va l'appeler Léa. Donc, Léa a 17 ans au moment où elle nous raconte l'histoire. Et ça s'est passé quand elle en avait 14. Cette année-là, ses parents avaient acheté une maison un peu à l'écart du centre-ville. C'était une grande bâtisse ancienne qui était entourée de champs et qui était bordée par une forêt. C'était plutôt calme, il y avait de la nature, bref, c'était vraiment un havre de paix. Bizarrement, elle a tout de suite détesté cet endroit. Dès le premier soir, elle a senti quelque chose d'étrange. C'était pas un danger, mais c'était une impression qu'elle n'était pas seule, qu'il n'était pas seul. La maison grinçait tout le temps. Les couloirs semblaient plus longs la nuit, et le grenier, surtout, la mettait mal à l'aise. Les anciens proprios, ils avaient laissé un vieux crucifix accroché au mur du couloir. Sa mère voulait le jeter, mais son père a dit que ça portait chance. Du coup, ils l'ont laissé là. Elle croit que c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé, à partir en couille. La première fois, elle a entendu des pas à l'étage, c'était vers minuit. Elle jouait sur son téléphone, tout le monde dormait, des pas lents, réguliers, juste au-dessus de sa chambre. Elle s'est levée, elle a monté l'escalier, rien. Mais le crucifix, lui, il était tordu, comme si quelqu'un avait essayé de l'arracher du mur. La deuxième nuit, c'était pire. Elle s'est réveillée à cause d'un bruit de respiration lourde, irrégulière, venant du coin de sa chambre. Quand elle a allumé la lampe, il n'y avait personne. Mais l'air sentait fort, comme une odeur de bougie éteinte, de cire brûlée. Au bout d'une semaine, elle a remarqué que les miroirs de la maison reflétaient parfois des choses différentes. Une ombre derrière elle, des silhouettes dans le couloir. Et chaque matin, le crucifix changeait légèrement de position sans que personne ne l'ait touché. Un soir, elle a entendu sa mère prier dans sa chambre. Sa voix tremblait. Elle est allée frapper à sa porte, mais quand la porte s'est ouverte, sa mère dormait profondément. Et pourtant, elle entendait encore sa voix murmurer une prière juste derrière le mur. La nuit suivante, elle a voulu filmer. Vers 3 heures du matin, elle a pointé la caméra vers le couloir. On y voit le crucifix et pendant une fraction de seconde, quelque chose passe devant. Une forme blanche, haute, sans visage. Et sur l'enregistrement, juste avant que l'image se brouille, il y a une voix qui chuchote. Non, TB, sed nobis. C'est à peu près ce qu'elle a entendu. Le lendemain matin, le crucifix n'était plus au mur. À sa place, une marque noire, brûlée dans le bois. Et dans sa chambre, sur le mur au-dessus de son lit, 3 traces de doigts, comme trempées dans le la suie. Ils ont déménagé un mois plus tard. Merci, c'est tout ce qu'on attendait. Ses parents n'ont jamais voulu en parler. Mais parfois la nuit, elle entend encore le bruit des pas au-dessus d'elle, et dans ses rêves, la voix continue de lui murmurer la même phrase. Non tibi sed nobis. Donc, après mûre recherche, j'ai trouvé ce que ça voulait dire. C'est du latin. Ça veut dire pas pour vous, mais pour nous. Donc le crucifix n'est pas pour eux. Il est pour ceux qui ont dit la phrase. Bref. Deuxième histoire. Je vais l'appeler l'intrusion de la fenêtre. Donc la personne est restée anonyme comme l'autre. On va l'appeler Tom. Tom nous raconte cette histoire et elle s'est passée quand il avait 8 ans. C'était un beau matin d'été.
Il était avec son frère, qui au moment des faits, lui, il avait 12 ans. Ils étaient seuls chez eux car leur père travaillait. Donc, ils regardaient la télé. Quand d'un coup, ils entendirent un énorme bruit qui provenait de l'étage. Ils se disent que c'était juste un objet tombé par terre. Du coup, ils n'y ont pas prêté attention. Mais d'un seul coup, ils se tournent vers l'escalier. Euh, il vit une ombre. Il dit à son frère, qui regarda, et lui aussi lui disait qu'il la voyait. Et là, euh, une main de l'ombre, euh, il a distingué un couteau dans justement sa main. Ils sont partis discrètement par la porte vitrée du salon et ils sont sautés dans la cour voisine. Et là, ils ont entendu un hurlement venu de leur maison. Son frère, il a sorti son portable et il a appelé la police. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Sur les lieux, elle a arrêté un homme qui avait un couteau à la main. Quelques semaines plus tard, on leur dit qu'en fait, l'homme avait escaladé la maison et il était rentré par la fenêtre. Le bruit qu'ils ont entendu, en fait, c'est le gars qui est entré par la fenêtre. Voilà. Cet homme était recherché par la police pour meurtre d'enfant, séquestration. Voilà. Troisième histoire. C'est une histoire très... je l'appelais le gars du camping. Vous allez comprendre dans quelques secondes. Donc, cette histoire, elle a décidé de s'appeler J. On va suivre ça. Il a aujourd'hui 17 ans, mais son histoire se passe quelques années auparavant, quand il avait 14. C'est pendant les grandes vacances. Il était pour une des premières fois dans un camping au bord de la mer. Il avait aucune connaissance à part sa famille, donc il s'inscrit aux activités pour rencontrer des gens du camping et se faire des potes. La base, quant au camping. Donc, il raccompagnait les premiers jours, tout s'est bien passé. Il s'est créé d'ailleurs un petit groupe de potes constitué principalement de filles, car il a beaucoup plus de mal à s'entendre avec les autres garçons de son âge. Bref, les premiers jours, tout se passe bien. Il y a même quelques trucs amusants qui arrivent, comme un soir où il raccompagnait les filles du groupe à leur bungalow. Et un gars les a arrêtés pour leur demander leurs 4 snaps. Et comme il avait les cheveux longs, il se retournait et le gars il est parti très vite. C'est une anecdote que je voyais important de vous raconter, parce que pour vous dire que voilà, il savait de quoi ne pas tout de suite se dire qu'il y a un problème. Donc il raccompagnait les filles, car un gars chelou les suivait. Sans arrêt. Dès qu'il se retournait, il se cachait. Il se retournait, du coup ils n'ont jamais vu son visage. Mais ils sentaient sa présence sans arrêt. Donc, elle et R, deux filles du groupe, leur ont raconté qu'une nuit quelqu'un avait toqué à leur fenêtre. Je pensais qu'elles rigolaient pour leur faire flipper. Pour les faire flipper, mais malheureusement tout était vrai. Un soir, après avoir raccompagné tout le monde, il commence à rentrer seul dans son bungalow, qui est à l'autre bout du camping. Du coup, d'un coup, il se sent observé, mais il ne sait pas d'où son instinct le dit de fuir, que quelque chose ne va pas. Il se met donc à courir, mais c'est là que le truc vraiment flippant commence. Il entend des pas derrière lui, et qui le suivent. Il arrive à rentrer dans le bungalow et à fermer derrière lui. Quand il regarde par la porte vitrée, il voit pour la première fois plus clairement le fameux mec qui le regarde droit dans les yeux. Son regard se fait attirer par quelque chose qui brille dans sa main. Un couteau. Et oui, un couteau. Quand il voit qu'il a vu son arme, il le regarde droit dans les yeux, sort un sourire, on ne sait où, des enfers. Selon, il nous dit un sourire des enfers. Il hausse les épaules comme s'il disait tant pis, la prochaine fois,
Le lendemain, il en parle à son groupe de potes, ils rigolent tous sauf elle et R, qui savent qu'il ne ment pas. L'après-midi, ils ont appris la nouvelle qui rend l'histoire encore pire. Le type qui devait avoir leur âge a, pendant la nuit, planté un gars qui allait pisser dans les toilettes communes. Il s'est fait arrêter. Il n'a pas eu d'autres nouvelles. Il a failli mourir. Quatrième et dernière histoire. C'est une histoire plus longue que je vais compter un petit peu comme elle nous a été racontée. Il y a eu plusieurs updates et je vais vous tenir à chaque fois, genre, je vais vous dire là, on attend le nouvel update. Il y a eu un nouvel update. Bref, première partie. On va l'appeler. On va l'appeler aussi Léa. Donc, elle croit que tout a commencé à cause du radiateur. Ou plutôt du bruit qu'il faisait la nuit. Un petit cliquetis régulier. À tout moment là, vous entendez rien, mais j'essaie de faire un petit bruit. Bref, comme une fuite d'eau ou un ongle sur du métal. Rien d'anormal, sauf qu'à chaque fois qu'ils éteignaient la lumière, ça reprenait. Et toujours depuis le mur du salon, celui qu'ils partageaient avec l'appartement vide d'à côté. Ils vivaient là, toutes les deux, donc Léa, et on va l'appeler Stéphanie. Léa et Stéphanie vivent là depuis 6 mois. Une petite location étudiante dans un immeuble des années 60. Rien de spécial si ce n'est que le voisin d'à côté est parti en cure selon la gardienne, et que son appart était fermé jusqu'à nouvel ordre. Sauf que parfois, la lumière de sa cuisine s'allumait. Il la voyait à travers les fentes des volets, depuis la rue. Et parfois, ils entendaient bouger. Stéphanie a commencé à dire qu'on les observait, qu'elle sentait. Stéphanie a commencé à dire qu'elle sentait, qu'on les observait. Elle rigolait au début, jusqu'à ce qu'elle aussi s'en rende. La sensation d'un regard juste derrière la cloison. Un soir, elles ont collé leurs oreilles contre le mur, toutes les deux, et elles ont entendu un souffle. Court, proche, comme si quelqu'un faisait exprès de respirer lentement pour qu'on entende. Elles ont frappé 3 fois, rien. Alors Stéphanie a murmuré: Si tu nous entends, fais un bruit. Et sans la moindre hésitation, un coup est revenu. Fort, sec. Elle a sursauté. Stéphanie a blêmi. Et là, elles ont ri, nerveusement. C'était ridicule. Elles pensaient que c'était sûrement un tuyau, un écho. Mais après ça, elles n'ont plus réussi à dormir dans le noir. Les jours suivants, les choses ont empiré. Des objets déplacés, la porte d'entrée entr'ouverte alors qu'il la fermait, toujours à double tour, et surtout ces bruits, pas, chaises, raclements, voix. Elle se souvient avoir dit: C'est dans nos têtes, c'est le stress. Mais Stéphanie, elle notait tout, les heures, les sons, les phrases. Chaque nuit, elle trouvait des correspondances, toujours entre 2h03 et 2h07. Un soir, elles ont décidé d'enregistrer. Téléphone posé contre le mur. Elles ont entendu. Quand elles ont écouté le fichier, au début rien, juste du silence, puis un chuchotement. Arrêtez de frapper. Presque un soupir. Elle se souvient du regard de Stéphanie à ce moment-là, pâle et fixe, comme si elle comprenait quelque chose que elle, pas encore. Depuis, elles dorment dans la même pièce. Plus de lumière, plus de fenêtres ouvertes. Mais chaque nuit à 2h03, le radiateur recommence à cliquer. Et Stéphanie se lève pour noter. Toujours le même crayon, toujours la même écriture. Hier, elle a pris son carnet. Page après page, elle a recopié, Stéphanie a recopié les mêmes phrases encore et encore. Elle ne me croit plus, je suis seule dans l'appartement. Elle dort à côté, mais ce n'est plus elle. Elle ne sait pas si c'est elle qui devient folle ou si c'est Stéphanie qui a raison. Mais cette nuit, elle croit qu'elle a compris.
parce qu'à 2h03, le radiateur s'est arrêté. Et la voix, cette fois, a chuchoté son prénom. Juste le sien. Cette nuit, il ne s'est bizarrement rien passé. Il ne savait pas si elle devait se sentir rassurée ou changer d'appartement. Certaines personnes si intéressées restaient. On passe à l'update qu'elle a fait plusieurs jours plus tard. Donc, normalement, tout se passe entre 2h et 3h. Sauf que là, ce matin, il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est peut-être ce qui l'a fait le plus peur. Parce que, comme dit plus tôt, il ne s'est jamais rien passé le matin. Jamais. Les bruits, les pas, les souffles, toujours la nuit. Comme si le jour les brûlait, comme si la lumière tenait encore bon. Mais ce matin, il faisait grand jour. Elle s'est réveillée avant Stéphanie, ce qui est rare apparemment. Le soleil traversait les rideaux. Enfin, ce qu'il en restait. Parce qu'il les garde à moitié fermés tout le temps maintenant. Elle a eu envie d'un peu d'air. Elle a ouvert la fenêtre et c'est là qu'elle l'a entendu. Un bruit banal, presque ridicule, un léger frottement derrière le mur du salon. Mais c'était pas un craquement de tuyau, non. C'était quelqu'un qui marchait, lentement. Pas à 2h du matin, à 9h, en plein jour. Elle a appelé Stéphanie. Elle est arrivée, entraînant les pieds. Encore à moitié endormie. Elles se sont tues toutes les deux. Et elles l'ont entendu. 3 coups, les mêmes. 3 coups espacés, précis, contre la cloison. Elles n'ont pas bougé. Puis derrière le mur une voix d'homme a parlé. Claire, naturelle, comme un voisin normal. Vous avez bien dormi? Elles se sont regardées. Elle ne saurait pas dire ce qu'il y avait dans ses yeux, mais elle ressentait la même chose, de l'angoisse indescriptible. Elle s'est précipitée dans le couloir. Elle a frappé à la porte de l'appartement d'à côté. Ah, rien. Elle a insisté, plus fort. Toujours rien. Puis elle a entendu Stéphanie l'appeler. Sa voix venait de l'intérieur de leur appart. Quand elle est revenue, elle fixait le mur, et le mur à cet endroit précis, celui-là où elle collait toujours leurs oreilles. Il avait une trace, une tache humide, large, vaguement ovale, comme si quelqu'un de l'autre côté avait appuyé sa main là. Le plus étrange, c'est que la marque est restée toute la journée. Et à mesure que la journée s'écoule, elle a de plus en plus peur. Stéphanie ne veut pas en parler. Elle écrit encore, et elle n'ose plus ouvrir les rideaux. Ils sont en train de chercher un nouvel appart. Dernier update. Donc, les bruits avaient recommencé. Le soir avant l'update. Sauf que cette fois plus tôt, en début de soirée. Des pas lourds, des chuchotements trop clairs pour être de simples échos. Stéphanie a craqué. Elle a pris son téléphone et elle a appelé la police. Ils sont venus en une quinzaine de minutes. 2 agents, jeunes, un peu sceptiques. Ils ont frappé à la porte de l'appartement d'à côté. La fameuse porte murée, soi-disant condamnée. Et à leur plus grande surprise, quelqu'un a répondu. Un bruit sec. Puis une voix réelle. Ils ont forcé la porte. Derrière l'appartement était dans un état indescriptible. Détritus, sacs de couchage, emballage de nourriture, des traces de pas partout. Et dans le fond, un homme épuisé, sale, les yeux perdus. Un squatter. Il vivait là depuis presque un mois. Il avait trouvé un accès par la cave, un passage entre les conduits du chauffage. D'après les policiers, il s'amusait à faire peur aux voisines. Un jeu stupide, malsain, mais humain. Trop humain. Il ne disait presque rien, il souriait seulement, en répétant qu'elles avaient bien réagi. Depuis, il est parti. Ils ont refermé la porte, changé la serrure, condamné les caves. Et tout est redevenu normal. Enfin presque. Les nuits sont calmes, mais le silence leur fait peur maintenant. Chaque craquement leur arrête le cœur, chaque ombre sur le mur les fait douter. Stéphanie dit qu'elles finiront par se réhabituer, que notre cerveau a juste besoin de temps. Elle en doute encore.
Voilà, c'était la dernière histoire, qui était plutôt longue, la plus longue, mais qui était surtout grave bien. Franchement, quel banger. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez-la. On se retrouve tout à l'heure à 19h30 pour une autre vidéo d'Halloween, la vraie vidéo d'Halloween. À tout à l'heure, c'était juste une vidéo. Allez, salut!